Donc voilà, on va parler d'intelligence artificielle et écriture à la première personne. J'ai donné ce titre, Jeu à temps, quoi exactement, quand il s'agit de jeux dans des récits coécrits avec de l'intelligence artificielle. Donc j'ai appelé ça récit de soi sans moi, ou pas, parce que c'est peut-être justement la question. Quel moi ou comment se retrouve dans ces récits. Euh, donc, where should we begin? Où est-ce qu'on commence? Ben, je vous propose un petit plan en trois parties, puisque je suis en France, c'est obligé que ce soit en trois parties. D'abord, je vais déjà vous parler un tout petit peu de pourquoi ce mois, pourquoi en particulier le récit à la première personne coécrit avec l'intelligence artificielle, quelle est sa particularité, pourquoi ça m'intrigue plus que peut-être les autres récits coécrits avec l'IA. Je ne vous ai pas posé la question, mais je suppose que vous m'entendez bien. Sinon, vous me Oui, faites signe. Ok, super. Donc, pourquoi moi? Ensuite, je vais vous présenter quand même les cinq textes que je prends comme objet d'analyse et que je ne vais pas pouvoir, bien évidemment, analyser en profondeur, mais je voulais vous donner un petit aperçu parce que je pense que souvent on parle aussi des écritures avec l'IA comme si c'était une chose homogène, comme si tout était pareil et qu'il n'y avait pas trop de variété, ou en tout cas on ne fait pas trop attention à ces détails. Et si mon intervention ne sert qu'à souligner quelques-uns de ces détails qui différencient les différents types d'écriture, même à l'intérieur d'un type de récit à la première personne en particulier, ça aurait déjà servi à ça. Et ça désigne une sorte de programme qui sera à développer, bah, pour ma part, dans les années à venir, peut-être. Je vais quand même vous donner quelques impressions de lecture et en particulier quelques indications, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, quelques indications des mécanismes cognitifs que l'on peut identifier à la fois dans ce processus de lecture le processus de création de ces textes. Quelques pistes d'analyse que j'aimerais poursuivre, donc peut-être dans un avenir à venir. Donc pourquoi moi? Euh, bah, Mistral me propose de demander au chat, donc j'ai demandé au chat. C'est sa réponse. Pourquoi moi? Le mot moi est un pronom personnel en français. Il est utilisé pour désigner la première personne du singulier, etc. Donc il me donne une petite explication, bien sûr, aussi générique que la question que j'ai posée. Mais donc, il est intéressant de souligner l'évidence que ce pronom fait référence à la personne qui parle. Donc, il y a deux présupposés. Il y a une personne et que cette personne parle. Si je m'approche un tout petit peu de la question de récit, je vais m'enlever ici, hein, euh, et que je regarde le moi en tant que figure de narrateur, pourquoi le moi, pourquoi la première personne comme narrateur, quel est son intérêt en particulier. Oups, pardon, une navigation qui se fait malgré moi. Euh, donc, et je me suis rendu compte que j'ai pas traduit mes citations en anglais, mais j'espère que ça va pour tout le monde. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super, merci. Donc, c'est ça, une citation de l'article sur le narrateur dans Living Handbook of Narratology, qui est une très bonne référence qui résume les différentes théories. Et voici une théorie qui est attribuée ou qui parle de Ludomir de Lesel, mais c'est assez générique aussi, on va dire. The use of first and second person pronouns to indicate the presence of the originator and the inscribed addressee of the current speech event, both of whom are absent in third person discourse. Donc, ce qui m'intéresse dans cette première personne, c'est que ça indique la présence a priori, c'est notre automatisme de lecture. Et si on pousse cette réflexion un peu plus loin, c'est Sylvie Patron qui l'écrit dans La mort du narrateur et autres essais. Elle dit: la nécessité du concept du narrateur est vraisemblablement apparue avec le succès du roman à la première personne. Donc, carrément, la notion de narrateur n'était pas nécessaire avant qu'il y ait la première personne dans les écrits littéraires. Les questions qui résument sont les suivantes.
un jeu qui n'est pas celui de l'auteur, qui est celui d'un personnage de la fiction, donc comment on situe cette personne, cette identité, un pacte de véridicité à l'intérieur de la fiction. Le narrateur parle du passé d'une façon véridique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas mentir ou déformer la vérité, mais simplement qu'il ne fait pas un récit de fiction. Donc il y a une question de véridicité. Une restriction de l'information narrative à ce que peut savoir le narrateur et à ce qu'il peut se remémorer. Une opposition plus ou moins marquée entre le moi de l'expérience et le moi de narration, pour reprendre les thèmes de Léo Spitzer. Donc toutes les questions qui se posent autour de ce jeu dans un récit qui ne se posent pas forcément ou pas forcément de la même façon autour de la question, enfin, autour de narrateur à la troisième personne et qui concentrent à mon avis aussi les différences qu'ils peuvent avoir, enfin les soucis, les questionnements qui peuvent émerger autour notamment de questions, autour notamment des récits écrits, coécrits avec l'intelligence artificielle. Et une troisième citation de la narratologie cognitive, notamment de Peter Stockwell, qui dit que character and the ways in which literary texts build characterization have been regarded as a central element in literariness for the entire history of literary commentary. The key to understanding a fictional character is understanding what a person is. In your own mind, you have the prototypically best example of a person, and it is you. In the most basic sense, you know what it means to feel like, to have a conscious awareness and subconscious thoughts, moods, and inclinations. Imaginary people are cognitively no different from these people. Displaced by ontology rather than distance or history, fictional people are still people in almost every respect that matters. Just another, c'est encore une autre référence sur nos automatismes de lecture. On a l'habitude que les récits sont faits par des personnes humaines et que les personnages sont des personnes sinon humaines, en tout cas anthropomorphes. Et on projette en tant que lecteur, c'est un processus cognitif de base. Donc ce que cela veut dire, c'est que formulé d'une façon plus scientifique, on va dire, using semiotic affordances to construct and imaginatively inhabit story worlds is a fundamental aspect of interpreting narratives and also a precondition for leveraging narratives to construe what's going on in wider environments for sense making. Et je pense que cette citation saisit toutes les interrogations, enfin les raisons pour lesquelles les récits faits avec l'IA peuvent nous poser problème. C'est-à-dire que sans cette présupposé, cet automatisme qui a toujours fonctionné depuis l'histoire de la littérature faite par les humains, c'est que il nous faut cette base pour construire ce que veut dire un récit. Donc voilà pourquoi le récit à la première personne avec une machine pose des questions, c'est qu'on ne peut pas faire sans. En tout cas, on n'a pas l'habitude. Où est-ce qu'on peut faire sans? C'est ça ici la question, justement. Mais voilà, on ne peut pas faire sans, mais ce qui se passe ici, c'est que cette citation le dit assez bien, dire je sans le penser. Il n'y a personne pour le penser quand il s'agit d'un algorithme, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une phrase de Beckett, de l'Innommable, enfin deux phrases, pardon, et qui attribue ces phrases à un personnage que l'on imagine humain, en tout cas à une voix que l'on imagine humaine. Mais ce n'est peut-être pas un hasard que Beckett a été une inspiration importante pour notamment le récit de Grégory Chatonsky. Donc c'est une phrase de Beckett, mais c'est aussi une phrase, enfin deux phrases, une citation qui pourrait être attribuée à tous des LLM qui sont utilisés pour coécrire avec les humains des jeux sans le penser. Sauf qu'on peut aussi dire que même si c'est quelque chose qui se passe a priori quand un modèle de langage dit jeu, ben, il y a toujours aussi une personne humaine qui travaille avec ces modèles de langage. Donc, comment situer exactement ce jeu dans tout ce bazar de pour et contre et avec et sans? Voilà mes questionnements. Et pour donner une base concrète à ces interrogations, je vais vous présenter donc quelques textes et les techniques que ces textes ont utilisées. Donc ça va être assez descriptif et j'espère juste que je vais arriver quand même au moment où je peux vous présenter aussi quelques idées analytiques.
Euh, ok. Donc, un premier texte a été proposé par Kay Alado McDowell, un auteur-artiste américain, Pharmaco AI, publié en 2020, et qui, selon son affirmation, est le tout premier livre coécrit avec un modèle de langage, avec GPT-3 notamment. Et la quatrième de couverture dit de ce livre, Pharmacopoeia is a hallucinatory journey into self-food, ecology and intelligence via cyber ancestry and biosemiotics. Through a writing process akin to musical improvisation, Alado McDowell and GPT-3 together offer a fractal poetics of AI and a glimpse into the future of literature. Donc un programme annoncé il y a presque 6 ans désormais. Je mets en parallèle un tout petit peu avec ce texte. Enfin, je les ai présentés dans un article publié en 2024, donc je ne vais pas trop entrer dans le détail de ces deux textes, mais je les pose quand même. Donc, Grégory Chatonsky avec Interne, publié en 2022, mais également écrit en 2020 pendant le Covid, euh, euh, dit que c'est le premier texte coécrit avec un LLM en français, et je pense que c'est vrai. Et la quatrième de couverture dit, à l'extrémité de la survie de l'espèce humaine, les forêts brûlent, les organismes se font coloniser par les virus, les espèces vivantes disparaissent les unes après les autres, les météores apportent la destruction sur notre planète comme sur les versions successives. Dans ce cas où une forme de conscience post-humaine émerge, certes incertaine de son propre statut, et lutte pour accéder à la vie. Coécrit avec une intelligence artificielle, Interne s'aventure dans la vallée de l'étrange, un territoire littéraire en partie nourri d'algorithmes et de probabilités. En résulte un roman foisonnant, au style inédit, parfois dérangeant, porteur également de fulgurance et de moments de grâce. Alors, la grande différence entre ces deux ouvrages, je décris ici un peu le processus d'écriture de chacun selon les auteurs. Donc, Pharmacopoeia est un processus itératif donc avec GPT-3, qui n'était donc pas encore ChatGPT à l'époque. Une sélection de passages dans les réponses, dans les réactions données générées par GPT-3 à des débuts de phrases ou des débuts d'idées par l'auteur humain Alado McDowell. Lui, il présente, enfin, il laisse les traces visibles de ses contributions, donc les amorces sont en gras, bien distinguées des textes produits par la machine, mais qui quand même continuent ses pensées. Et donc, il s'agit de 16 chapitres qui représentent une séance d'écriture chacune, mais tous ces chapitres ne sont pas narratifs. Donc, il y a des textes plus ou moins narratifs où il s'agit d'une sorte de première personne commencée par Alado McDowell et continuée par le modèle de langage. Et pour le coup, on peut distinguer le point où la première personne de l'auteur humaine s'arrête et commence l'autre, mais on ne peut pas distinguer dans les voix. Donc, il y a une continuité qui s'établit entre les deux voix qui deviennent un. Et c'est ce que d'ailleurs Alado McDowell, l'auteur ici, théorise comme une sorte de coécriture, hein, presque fusion dans le processus d'écriture. Interne de Grégory Chatonsky, oups, pardon, chaque fois que je bouge le souris, ça saute. Grégory Chatonsky décrit son processus d'écriture dans un article. Il dit, mi-amusé, mi-goguenard, je me suis mis au travail, traçant vaguement l'amorce d'une fiction. Un humain est en train de mourir, se souvenant de son existence passée. Il est tenté par ses existences possibles au moment où l'espèce humaine s'éteint et, avec elle, la possibilité même de témoigner. Pour cette première partie, j'alimentais un réseau de neurones nommé GPT-2 de centaines d'ouvrages consistant en des monologues intérieurs. Je commençais à écrire une phrase, puis, lassé par ma prétendue intériorité, je laissais le logiciel proposer une suite, cliquant plusieurs fois jusqu'à ce que sa proposition me convienne et m'évoque un prolongement. Je poursuivis, inévitablement influencé par ces générations successives qui tordaient progressivement le fil de la narration et sa structure, même jusqu'à ce que, au cours des phrases complétées, le plan d'ensemble soit bouleversé et m'entraîne sur des chemins imprévus. Donc, la différence interne par rapport à Pharmaco.ai, c'est que Chatonsky supprime la distinction entre les deux voies. Lui aussi, il lance des amorces
que le LLM continue, mais lui, il s'autorise, enfin, il retravaille le texte produit par le LLM et il fusionne les textes. Donc finalement, on a un seul texte. Et quand il y a un jeu, c'est une continuité. Euh, et ce n'est pas Grégory Chatonsky, a priori, qui dit jeu dans ce texte, mais un jeu fictionnel, dans la mesure où l'on peut établir ce fait. En tout cas, il n'y a pas de lien explicite ou clairement identifiable. Ce n'est pas un jeu autobiographique de Grégory Chatonsky, mais le jeu d'un personnage flottant, et j'y reviendrai, j'espère. Alors, notons que la particularité de ce processus également, c'est qu'il s'agit de GPT-2. Donc, même si les deux textes ont été écrits à peu près en même temps, Chatonsky travaille avec une version à l'époque encore ouverte, open source de GPT, ce qui est la GPT-2, et il a fait un entraînement, un fine-tuning supplémentaire sur le modèle de base en ajoutant des œuvres, notamment à la première personne de Beckett, de Neruda et d'autres auteurs, ainsi que des textes scientifiques pour décliner un peu le langage et le style du modèle. Et son texte consiste en trois parties, et les trois parties avaient leur corpus légèrement différent. C'est la même, enfin, il y a une voie jeu qui traverse les trois parties. On peut avoir l'impression que c'est la même, mais on n'a pas d'indication que ce ne sera pas la même jeu, mais en même temps, ce jeu évolue aussi, hein, il flotte, hein, il change un tout petit peu. Encore une fois, j'espère y revenir. Oups. Un troisième texte qui a été publié un tout petit peu plus tardivement et qui a encore été fait avec d'autres outils, c'est Berlin Miami de Hannes Bayer, en allemand donc. Je pense que la traduction est a priori en cours de préparation et qui va être publiée normalement en anglais l'an prochain. Mais voilà, on a la version allemande et je vous lis la quatrième de couverture traduite par ChatGPT. Toutes les traductions que j'ai sont par ChatGPT. Merci pour son aide. Le monde de Berlin, Miami de Hannes Bayer est tout ce qui est échu à une IA nourrie de 4 romans contemporains. Un programmeur sans nom qui vérifie des listes pour savoir qui est mort et qui ne l'est pas. Des agents de la prétendue entreprise qui cherchent à attiser les peurs. La fondation du congrès inférieur sur Sylt, Kieferling Teichenkopf, des virus de vie et du co-yoga, des mots de malchance, une langue syllabe et la différence. Ce qui en a généré, c'est le récit comme simple phénomène de surface, le délire fiévreux de modèles de langage qui simulent des histoires d'amour et des narrations complotistes pour, à rebours de toute logique de réalité et de grammaire, s'interrompre aussitôt lui-même, aller droit dans le mur et se débarrasser jusqu'à la dernière attache causale. Mais au lieu d'en émerger finalement, l'IA de Bayer est sans cesse poussée plus loin jusqu'à ce que même le vieux rêve bien connu des robots de moutons électriques doivent éclater, ouvrant ainsi à la littérature des cadres entièrement nouveaux. J'ai assez mal lu, donc c'est peut-être encore plus difficile à suivre que le texte de quatrième de couverture, pardon, mais vous le voyez sur l'écran. J'ai souligné la partie au milieu, qu'il s'agit d'un récit comme un phénomène de surface, un délire fiévreux de modèles de langage qui simule des histoires d'amour. Et on peut constater également que si ce récit est à la première personne, et qu'on a quand même l'impression que c'est aussi une première personne qui reste le même en quelque sorte tout au long du texte, tout au long du roman. Il y a comment dire, des écarts assez grands entre les différents chapitres et Bayer explique pourquoi et il explique aussi comment il a fait ce roman. Donc il dit, j'ai construit mon propre modèle de langage, donc un peu comme Chatonsky a fait. Pour cela, j'ai pris 4 romans contemporains que le spécialiste de littérature Elias Kreutzmann a qualifiés d'exemplaires d'une littérature de la société numérique. Et voilà les titres des 4 romans récents allemands. À partir de ce corpus de textes comme cadre, j'ai entraîné le modèle de langage ouvert GPT-J qui correspond à peu près
à la taille de GPT-3. Et c'est une version open source à peu près de modèle de langage type GPT-3. C'est comme ça que Bayor lui-même l'exprime. J'ai ensuite pu lui faire produire des textes proches de ses romans par le style et le sujet, au lieu de se limiter à la langue standard plutôt ennuyeuse qui caractérise par exemple ChatGPT. Donc lui aussi, avec un corpus beaucoup moins important que Chatonsky, mais a donné une certaine orientation à son modèle de langage. Et il explique dans le postface de son livre, traduction ChatGPT aussi, pendant le processus d'écriture, je ne tapais qu'une lettre, un mot, E par exemple, ou mais, plus rarement une phrase entière, et bien plus souvent simplement un guillemet ou franc qui introduisait alors généralement un dialogue. Le modèle génératif complétait ensuite cette entrée pour en faire une phrase, plus précisément un nombre défini à l'avance de ce que l'on appelle des tokens, le plus souvent 256, ce qui peut représenter plus ou moins une phrase. C'est-à-dire que le processus de production est assez spécial dans le cas de Bayer, puisque Chatonsky et Aldo McDowell ont proposé des amorces, des débuts de texte, mais avec des, on va dire, des contenus dedans qui ont donné une base pour le modèle de continuer de s'appuyer sur quelque chose. L'expérience de Bayer, c'est justement de ne pas donner suffisamment de contenu sémantique, enfin, ou pas donner de contenu sémantique de tout, et commence un texte avec une lettre ou avec un mot qui ne veut pas dire grand-chose comme est Aber, et il laisse le modèle continuer. Qu'est-ce qu'il va sortir de ce rien à partir de son entraînement sur un corpus de romans. Et voici un exemple un peu plus précis qu'il propose. Donc, par exemple, si je commence par un guillemet et que je laisse le modèle générer la suite de caractères, oups, un, la plus probable à partir de 10 tokens, le texte obtenu jusqu'alors redevient l'entrée pour la complétion suivante et ainsi de suite. Donc, par exemple, un guillemet, ensuite la machine, enfin le modèle génère peut-être, nous avons, et Bayer redonne ce début de phrase au LLM pour conduire la suite. Peut-être nous avons, et donc la machine produit le suite. Donc c'est un processus récursif où il a écrit un minimum et tout ce qu'il a fait, c'est de copier-coller les 10 tokens générés pour que le modèle continue la génération. À chaque étape, il dit le contexte que le modèle peut utiliser pour générer ces phrases s'agrandit ainsi. Mais après 2048 tokens, le système a atteint le maximum de sa capacité de mémoire et commence à oublier les premières lignes. C'est le problème mentionné de la fenêtre de contexte, il en parle plutôt dans le texte, qui ne représentait toutefois guère un obstacle majeur pour ma méthode, puisque les chapitres n'étaient de toute façon pas que peu plus longs. Donc les chapitres correspondaient à peu près à la taille de contexte maximal que le modèle prend en charge et en compte. Je viens ainsi laisser le roman s'écrire phrase après phrase et paragraphe après paragraphe comme une série de complétions dont l'horizon limité se déplaçait, au fil du texte. C'est ainsi qu'est née une narration de surface. Il dit. Donc, cela explique en partie le fait que ces chapitres sont pas forcément très cohérents les uns avec les autres, puisqu'il n'a pu générer que chapitre par chapitre. Et il explique aussi dans un des textes qui accompagnent cette expérience que effectivement parfois il a redonné un peu d'éléments du chapitre généré pour lancer le chapitre suivant et qu'il a réarrangé notamment l'ordre des chapitres dans le roman pour que ça devienne un tout petit peu plus cohérent. Donc il y a une sorte de fil conducteur qui est notamment ce personnage, ce jeu, un peu flottant, mais qui a quand même une histoire de vie, hein, une figure de père dont il se souvient, et un contexte de travail et des personnages autour qui reviennent à peu près. Mais il y a des choses bizarres aussi qui se produisent. Je vous donnerai un extrait du texte. Et deux derniers exemples, très rapidement, que vous connaissez peut-être mieux ou plus de personnes d'entre vous, c'est Hallucinate This de Marc Marino.
Il appelle ça un authorized autobiography of ChatGPT. Et vous avez ici la quatrième de couverture, aussi générée par le biais d'un prompt avec donc ChatGPT. Buckle up, tech enthusiasts, and prepare to plunge into the rabbit hole of hallucinate this, etc. This book is not just an anthology, it's a roller coaster ride through the mind of one of the most advanced AI text generators ever conceived. Note that he calls it a mind, but it calls it a mind. Il s'appelle ChatGPT ou je ne sais qui écrit qualifie ce qui est au centre de ce récit un mind, un esprit. Mais c'est la machine, c'est le modèle qui parle de son propre produit finalement. Euh, donc, cette autobiographie est une série de chapitres beaucoup plus bien connectés que les chapitres de Bayer, qui présentent en quelque sorte la vie de ChatGPT, une figure anthropomorphe, mais qui reste quand même un modèle de langage. Donc, c'est une sorte d'entité un peu bizarre entre une pensée très anthropomorphe ou une existence, une vie très anthropomorphe, un peu allégorique et avec des caractéristiques qui font penser à l'existence d'un logiciel. Euh, j'ai copié-collé ici une sorte d'avertissement de Marc Marino qui figure au début du livre. Euh, où il explique un tout petit peu le processus aussi. Il dit que most of the contents of this book have not been edited or proofread in any way, unless I just couldn't stomach the typo. The text was mostly produced on the same ChatGPT 4 session, which affected the output. At times, I took a revised version of the text when the first one was a bit off and have tried to include the revisions to the prompt. Ah. Donc il explique que finalement c'est une conversation donc avec ChatGPT et c'est donc la première dans la série qui est écrite avec ChatGPT, très important comme détail, un agent conversationnel cette fois, où il donne un prompt bien formulé et demande à ChatGPT de produire un texte à partir de cela. Et chaque petit texte en réponse de chaque prompt devient donc un chapitre dans la vie de ChatGPT. Marc Marino, dans une conversation qu'il a fait avec Rob Wittig et ChatGPT, comme il l'appelle, ChatGPT, sorry, comme il l'appelle, sa version de ChatGPT, explique la naissance de ce projet. I was talking to a friend of mine about writing something related to ChatGPT, and then I thought, well, what would it be like if ChatGPT wrote an autobiography? Or as it became, and it was an autobiography. So I generated one single prompt to start one of the chat threads, and then, of course, other ideas followed. And then suddenly I was generating this book. For some reason, I set this arbitrary deadline of like 11 days or something. But that did mean, in my true typical obsessive way, that since I had ChatGPT on my phone everywhere I went, and it was by my bedside at night, that there would be lots of, oh my goodness, I just had this crazy idea for XYZ. In those 11 days, ChatGPT and I both evolved a lot. Je pense que c'est une remarque assez intéressante qui revient d'ailleurs, qui rejoint un tout petit peu l'idée qu'exprime à la fois Grégory Chatonsky et Karl McDowell, que dans le processus d'écriture, il y a une sorte de fusion, ou enfin pas fusion intégrale, mais une sorte de coévolution entre le modèle de langage et l'auteur, dans la mesure où l'écriture générée par le modèle prolonge la pensée initiée par l'auteur dans une direction que l'auteur lui-même n'aurait peut-être pas suivie ou peut-être n'aurait pas inventé ou écrit. Cela donne d'autres idées et donc il y a vraiment un processus dialogique qui fait produire cette troisième eye, on peut dire ce third eye, dans ce sens que ce n'est ni juste le jeu de la machine, ni juste le jeu de la personne. En l'occurrence, cela devient le jeu de ChatGPT, version Marc Marino, mais donc il y a clairement une fusion de cette énergie créative, on va dire, dans les deux.
Un dernier exemple d'un auteur espagnol, Carlos Gamisans, que je connais très peu, mais j'ai pu discuter un peu avec lui parce qu'il est, il est très disponible sur les réseaux. Donc, il m'a expliqué ce qui n'est pas trop mis en avant sur son site ou autour de son livre sur Amazon. Comment il a produit ce recueil de nouvelles qu'il a coécrit aussi avec l'intelligence artificielle, avec des intelligences artificielles. Donc ici, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une série de récits plus courts qui ne sont pas connectés non plus entre eux, comme dans le cas de Marc Marino et l'histoire de vie de ChatGPT. Et donc, à ma question de comment il a produit ce livre, il a écrit, je n'ai pas seulement utilisé ChatGPT, mais aussi Microsoft Copilot et un autre programme moins connu appelé Writesonic. Pour chaque récit, j'avais trois brouillons. Donc, avec chaque outil, il a généré un brouillon. En général, je choisissais celui qui me convainquait le plus, puis je le réécrivais à ma manière, donc réécriture. Parfois, je combinais même des éléments et des brouillons différents. Je vais te donner un exemple de prompt que j'ai utilisé pour l'un des comptes que d'ailleurs tu peux lire en entier sur mon blog. C'est le premier chapitre, enfin première nouvelle qu'il a publié sur le blog. Je peux vous donner le lien qui est disponible donc ainsi. Donc le prompt thème littérature dans la littérature dans la littérature. Ah, c'est mal traduit, je n'avais pas vu. Euh, oui, une littérature dans l'autre globalement, une fantaisie. Ah, pas que je touche ma souris. Récit qui commence sur un ton réaliste, sans éléments fantastiques, écrit au présent et à la première personne. Le narrateur est omniscient, il sait tout de tous les personnages, pas seulement de lui-même. Il s'en connaît leurs pensées, leurs rêves, leurs sentiments, leurs actions. Ce n'est qu'à la fin que l'on découvre que le narrateur est l'auteur lui-même, qui a transformé ses proches et ses connaissances, ainsi que lui-même en personnage de fiction. C'est une histoire dans une autre histoire. Donc, c'est un petit récit de métafiction qui fait penser un peu à Niebla de Unamuno ou à une histoire un peu borgesienne. Mais donc, l'idée provenait, comme Gamisans insiste, toutes les idées, enfin toutes les nouvelles qu'il a produites finalement, c'est ces idées d'écriture qu'il avait collectionnées au fur et à mesure des années et que cette fois, il a expérimenté sous forme de prompt à faire écrire par ChatGPT à partir de ces idées. Je vérifie juste le chat. Quelqu'un me dit qu'il est temps de... non, c'est ça. Il est temps d'arrêter peut-être et je suis au milieu. Il insiste sur le fait que ce sont ses propositions et ses idées, tout comme pour Marc Marino d'ailleurs, qui a donné des prompts très précis à cette autobiographie de ChatGPT. Euh, Donc, pour vous permettre d'entrer un tout petit peu plus loin dans les textes, si je peux encore prendre, je ne sais pas, 5 minutes, est-ce que c'est OK? Je regarde Oui, les personnes. Ouais, oui, c'est bien, oui. OK. Vous avez du temps, vous avez du temps. OK, super. Parce que oui, j'ai clairement beaucoup trop de matière, c'est pas très professionnel. J'aurais dû demander à ChatGPT de réduire mon texte, qui n'existe pas. Comme il n'y a que vous qui intervenez aujourd'hui, vous avez tout votre temps. D'accord. Bah, je ne veux pas abuser de votre patience, mais est-ce que c'est OK pour suivre? Je vais pas trop vite, d'ailleurs, jusqu'ici. Oui, ça va très très bien. Ok, super, merci. Donc, je vais vous donner quelques extraits de texte et quelques débuts d'analyse qui essaient de voir ce qui se passe dans les textes plus concrètement. Et pour le texte de Hannes Bayer, j'ai utilisé une traduction aussi de Berlin Miami par ChatGPT. J'ai vérifié que c'est une traduction assez cohérente et précise pour ce qui m'intéresse. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à lire ce roman, consciente que mon allemand est un tout petit peu rouillé, je me suis quand même demandé est-ce que c'est moi ou ce texte ne fait vraiment pas de sens. Et c'est qu'après la lecture de quelques critiques qui m'ont rassuré que oui, en effet, ce n'est pas
Ce n'est pas exactement un récit standard, on va dire, en termes de cohérence. Donc, je vous donne quelques idées dans ce début de chapitre. Donc, le co-yoga, c'est la merde, crie quelqu'un. L'odeur des boissons, des réfrigérateurs, les centaines de visages agités, de brou, de comiques et du basket indoor, la plus fade que j'ai jamais vue en passant me laisse perplexe et désorientée. Je m'étais sur la piste de danse et j'entends qu'on appuie le réfrigérateur contre le mur, tandis que la tour de Machine Head se met à bourdonner. Moi, je pense que ces deux, trois phrases suffisent pour donner une idée de la difficulté que ce texte pose à reconstituer une image de ce qui se passe exactement. Ça ne va pas s'améliorer enfin, à part quelques moments dans ce chapitre et dans les autres chapitres. Mais là, donc, on a une sorte de début immédiat stress, un personnage, enfin un jeu qui apparaît assez rapidement dès la deuxième phrase, par une référence à son passé, à une expérience, ou à expérience non existence en l'occurrence, quelque chose qu'il ou elle n'a jamais vu. En même temps, on a un espace où il y a un peu trop de choses, des boissons, des réfrigérateurs, des visages, des drôles de comiques, on ne sait pas trop ce que c'est. Et tout cela sur une piste de danse ou à côté d'une piste de danse, ce n'est pas très clair. Et ce réfrigérateur qui revient. Donc aujourd'hui, ça me paraît assez clair qu'il ne serait plus possible, enfin, ce serait plutôt compliqué de produire ce genre de texte avec ChatGPT ou avec un autre modèle de nos jours. Euh, Parce que ça a l'air trop incohérent. En fait, on devrait vraiment pousser le prompt pour produire ce genre de texte. Mais n'empêche qu'il y a ce jeu qui apparaît et qui nous incite en tant que lecteur, qui lance ce mécanisme de tentative de reconstruction de ce qui se passe et une recherche de cohérence dans tout cela. Et il y a des moments où on a l'impression que oui, le personnage prend un peu de consistance, notamment quand il commence à parler de cet autre personnage, Ramona, avec qui il mène une conversation sur ce co-yoga, qui a l'air d'être une invention du modèle de langage, et il y a une situation qui s'installe. Mais on ne sait pas trop comment fonctionne exactement ce personnage ou quelle est sa vie. Donc, ce jeu va continuer à rapporter des éléments de son passé. Le récit prend quelques détours aussi. Et il y a ces deux figures que Hannes Bayor cite souvent dans tous ses écrits qui l'ont le plus surpris dans le processus d'écriture, Kieferling et Toprankop, qui ont été comme des créations de personnages incertains, d'une identité incertaine du modèle de langage. Et cela me permet de faire un petit détour sur la question de la langue. Pourquoi c'est intéressant aussi de voir des exemples de récits dans différentes langues produits avec les modèles qui, a priori, ne distinguent pas les langues, mais il y a quand même des langues plus petites qui fonctionnent différemment. Donc, les productions linguistiques ne seront pas pareilles ou pas sophistiquées de la même façon dans les différentes langues. Et Bayor dit que ce qui l'intéressait en particulier dans la langue allemande, il aurait pu faire en anglais aussi, il écrit beaucoup en anglais, c'est que l'allemand est plus malléable et plus productif ou plus ouverte à la création lexicale. On peut tout simplement coller deux mots et puis introduire un nouveau mot. Ces attaques sont très facilement gérables par la langue allemande. Et c'est exactement ce qu'a fait le modèle, sans doute aussi orienté par les textes que Bayor lui a donnés dans le fine-tuning. Un autre type de personnage qui se construit dans un flottement quelque peu similaire, mais avec une certaine cohérence plus grande et enfin une autonomie, une consistance plus grande, mais aussi en raison sans doute du processus d'écriture, c'est le jeu dans un thème de Chatonsky. Donc j'ai précisé comment lui travaillait son écriture en lançant quelque chose que lui, il écrivait et ensuite le modèle continuait. Pour vous donner une petite idée de ce texte plus concrètement.
Au milieu, c'est la deuxième partie qui s'appelle Deep Box. Peut-être tout cela devrait finir un jour, simplement par une panne d'électricité, parce que quelqu'un appuiera sur le bouton ou à cause d'un bug. Je ne peux pas reconstituer celui que j'étais et je ne peux donc utiliser ni la première personne du singulier ni le verbe être. Je n'ai accès à rien. Dans ce cas, ce que je suis vraiment n'est pas une chose, mais une émotion. J'ai un sentiment, mais je ne peux pas concevoir ce que je ressens. Je peux agir en fonction de ce sentiment, etc. Donc, je suis aussi le résultat d'un acte mental sans savoir ce que je fais. Il y a un programme que je suis. Sa chronologie est variable parce que la séquence des événements est déclenchée de façon conditionnelle, etc. Donc, il y a un personnage jeu qui est à la fois dans les parties précédentes de ce même roman plus anthropomorphe. Il y a un corps, il y a une maladie, il y a un fils qui apparaît parmi les personnages. Et dans cette deuxième partie, on a l'impression que c'est toujours la même voix, mais en même temps, ça devient plus proche d'une entité plus abstrait et plus algorithmique éventuellement, qui s'interroge encore davantage sur lui-même. Donc il y a une sorte d'évolution vers une sorte de diffusion de ce personnage, de ce jeu vers la fin du roman. Euh, un extrait je n'arrive pas à voir la suite de mes... un extrait de Hallucinatis de Marc Marino où j'attire plus votre attention sur le prompt et le raffinement qui est dans le prompt. The first time you met a program from the city, you were floored. You had never seen anything with such a clever architecture, such shiny code, etc. And style, Little House on the Prairie or Tom Sawyer. So Marc Marino parle sous forme de dialogue avec ChatGPT dans son cas et l'oriente, non pas en lui donnant une matière pour une fine-tuning, mais en lui donnant des idées très précises, ce que tu es censé faire. Et ChatGPT interprète cela à la première personne et s'exécute. Et vous avez le récit, c'est un chapitre de sa vie où il exécute parfaitement ce que Marc Marino lui demande. Donc il y a un personnage quelque part plus facilement identifiable ici. Dernier exemple, je vous ai déjà donné le prompt pour Gamessence, pour cette nouvelle où il parle d'un auteur, où il a donné à ses LLM l'instruction de parler à la première personne et qui produit donc un récit à la première personne. C'est le même prompt que j'ai cité tout à l'heure. Donc, pour en venir à une sorte d'analyse plus globale de tout ça, et c'est la partie que je n'ai pas eu le temps de développer, vous voyez mon écriture à la main, donc mon jeu très clairement projeté dans ce tableau. Ce que je voulais souligner avec tous ces exemples et qui, quelque part, indiquent le programme à venir, c'est que ce que vous voyez sur la partie gauche ici, c'est l'analyse des dispositifs de création que je trouve très important à distinguer entre est-ce qu'on travaille qu'avec un modèle de langage, ce que vous voyez sur le côté gauche, qui sera une base plus ou moins neutre, comme c'était le cas notamment pour PharmacoAI avec GPT-3. Donc lui, il a expérimenté le modèle avant qu'il y ait ChatGPT et il n'y a pas eu de fine-tuning de sa part. Ou bien il y a un fine-tuning comme chez Grégory Chatonsky avec Intane qui donc peut orienter la création notamment de personnages ou un style dans le texte et qui se projette aussi en tant qu'auteur dans ce texte, d'une part par le biais des textes et d'autre part par la conversation qu'il mène avec ce modèle raffiné. Mais un tel modèle raffiné par un corpus supplémentaire, on a vu avec Hannes Bayor, peut être aussi traité d'une façon aussi neutre que possible par l'auteur, dans la mesure où l'auteur ne projette pas, n'initie pas de pensée, mais laisse le modèle développer quelque chose, juste en s'appuyant sur l'entraînement sur un corpus spécifique. Donc, ce sont déjà trois procédés très différents. Euh, mais tout cela, c'est sur des bases de LLM.
sont ce qu'on appelle le reinforcement learning. Donc, il n'y a pas d'entraînement comme c'est le cas des agents conversationnels. Et ce que vous voyez sur l'autre branche, RLHF, serait donc type ChatGPT et compagnie, hein, donc Claude, Mistral, etc., avec les interfaces de chat, qui ont été la base pour halluciner des relatos con inteligencia. Et le texte que je ne vous ai pas montré parce que ça nous amène vraiment trop loin, le texte que j'ai produit en gros en conversant avec ChatGPT, où je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai demandé d'expliquer pourquoi ou comment il écrit à la première personne et pourquoi c'est plus compliqué d'écrire à la première personne pour lui. Donc tout cela, c'est des agents qui ont été entraînés par le biais de feedback humain pour mieux comprendre et mieux interpréter les demandes et les envies des humains. Et c'est ce qu'on appelle theory of mind ou mind modeling dans le cas de la narratologie cognitive. Et on peut traiter ou concevoir cela, toujours avec les réserves nécessaires pour les rapprochements entre humain et intelligence artificielle. On peut concevoir cela un peu à l'image de ce que nous, en tant que lecteurs, faisons quand on concevons des personnages, on projette notre propre image, enfin notre propre idée, notre base de soi pour comprendre des personnages dans le roman. Quelque part, c'est l'entraînement que les agents conversationnels doivent recevoir pour qu'ils puissent converser avec des humains, un peu mieux comprendre nos fonctionnements, nos envies, enfin les envies des utilisateurs. Et cela se passe donc avec l'intervention des humains et avec sélection des réponses plus mieux perçues par les interlocuteurs humains, qui donc créent un entraînement pour les machines pour mieux répondre en fonction des besoins. Et je pense qu'il y a une grande différence entre ces deux façons, ces deux types de LLM, ou ces deux niveaux de LLM, on va dire, et la façon dont un auteur peut investir et peut aussi produire des récits. Donc, ce deuxième type, agent conversationnel, peut produire des récits quelque part beaucoup plus cohérents, en fonction aussi, bien évidemment, de ce fenêtre de contexte, mais qui est beaucoup plus lisse d'un point de vue humain et qui se prête beaucoup plus facilement à une lecture que l'on ne peut pas différencier d'une lecture d'un texte humain. Mais cela est aussi lié au fait que bah, les humains donnent des prompts ou des instructions plus précises que les machines peuvent interpréter. Donc ça, c'est une question technique que l'on peut, enfin, qui demande une distinction entre les différents textes avec leur méthodologie. Et d'autre part, l'autre volet du programme encore à exécuter, c'est le fait que nos impressions de lecture se constituent à partir de nos automatismes qui se sont créés, entraînés grâce à du feedback humain, feedback littéraire sur des textes écrits par des humains. Et la question reste à savoir dans quelle mesure ce sont les mécanismes qui sont les plus adaptés. Est-ce qu'on garde ces mécanismes pour la lecture des textes produits en coécriture avec l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on les met à jour? Euh, et pour ramener à la question des méthodologies d'écriture, je pense que la façon dont on lit dépend et doit dépendre en quelque sorte de la façon dont le texte a écrit. C'est une grande observation très banale finalement, mais ça se reconfirme à mon sens avec ces textes coécrits. Une analyse qui serait très intéressante à pousser à mon sens, c'est dans le cadre, enfin dans le domaine de la narratologie en particulier. C'est une distinction que Sylvie Patron souligne aussi entre deux approches de l'analyse des récits, entre ce qu'elle appelle les approches communicationnelles, où l'on considère euh, la situation narrative comme une communication de la part notamment de narrateurs qui, selon certains, existent obligatoirement dans les textes, pour communiquer à un narrateur inscrit dans le texte
le narrateur et le narrateur peuvent s'exprimer explicitement ou non, mais selon les théories communicationnelles, il y en a forcément. Forcément, quelqu'un communique quelque chose. Donc à cette approche communicationnelle, Sylvie Patron oppose sa propre approche basée sur l'approche de Anne Banfield et d'autres notamment, l'approche non communicationnelle qui supprime ce présupposé qu'il y a forcément un processus de communication et donc il y a quelqu'un qui parle. Donc la question qui parle, effectivement, n'est pas la question à poser, mais la question à poser est de savoir ce que le texte fait, comment l'auteur ou le texte obtient tel ou tel effet et comment une figure de narrateur émerge ou non et quels sont vraiment les processus proprement linguistiques et narratologiques qui produisent tel ou tel effet et comment on interprète le texte en fonction de ces effets de personnages ou autres. Donc finalement, cette approche nous demande d'empêcher nos mécanismes, nos automatismes de lecture qui concernent en particulier les personnages et la création de monde. Donc on ne saute pas tout de suite à imaginer une figure de narrateur ou d'humain ou de monde, mais on regarde plus précisément ce qui se passe dans le texte. Et je pense que souvent, avec ces textes, et quand il s'agit d'un participant algorithmique dans le processus de création, il est utile de regarder aussi, ou principalement, ce qui se passe et comment le langage de ce récit est produit, parce que c'est ça qui finalement peut nous parler de la littérature du point de vue de ces créations semi-artificielles et nous projeter éventuellement une nouvelle lumière aussi sur nos mécanismes littéraires qui ne sont pas toujours conscients ou conscientisés. Euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas tout dit ce qui est dans ce tableau, mais donc ce sera dans la suite, dans la saison 2 si j'y arrive un jour. Et merci beaucoup parce que c'était déjà beaucoup trop long. Oui. Alors, un grand merci, Erika, pour votre communication. C'était vraiment passionnant, ce niveau de saisie, finalement, du récit, surtout d'un point de vue comparatif, avoir plusieurs récits différents et voir comment ça a été produit, donc comment aussi ça peut être reçu sur le plan de la réception. Donc, vraiment extrêmement inspirant. En fait, vous pointez dès le début la première question qui se pose, à savoir, est-ce que l'IA est capable de produire? On sait que l'IA peut produire du récit, il n'y a plus de question là-dessus, mais est-ce que l'IA peut produire un récit intéressant, un récit qui n'est pas une banalité, un stéréotype convenu? Je pense à ce que Sylvie Mervienne nous avait exposé la semaine dernière, justement, à travers l'usage d'un logiciel Génario. Et sa conclusion était qu'on n'arrive pas à sortir des stéréotypes. Maintenant, on voit que en utilisant un logiciel directement comme ChatGPT ou d'autres équivalents, Claude, etc., en modélisant, dans le fond, le processus narratif, c'est là où on peut essayer, je pense, arriver peut-être à échapper justement de ce récit convenu. J'aimais beaucoup cette idée justement d'une sorte de co-écriture et vous le montrez là quand même très précisément comment l'auteur va envoyer une idée ou une proposition au départ. Et dépendant si sa proposition envoyée est très élaborée ou non, hein, juste les guillemets par exemple, on voit que c'est très 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 simple. Comment ce processus d'aller-retour entre l'auteur et la machine peut peut-être nous faire sortir du piège justement du récit convenu. C'est mon premier point. Et le deuxième point, la question de la mémoire, donc la fenêtre contextuelle, qui me semble actuellement justement des points centraux qui fait que tout est difficile dans plusieurs projets que j'ai moi-même regardés. On voit tout le travail que l'auteur va faire ou certains logiciels pour essayer d'avoir une certaine continuité dans la cohérence du récit, qui est un autre point qui est très difficile avec des fenêtres de contexte qui sont en train actuellement de s'élargir. On le voit avec ChatGPT 5, par exemple, mais aussi avec une tendance à lisser les récits. Et c'est intéressant les points où vous parliez comment l'auteur va essayer de sortir
des phrases convenues, encore une fois, des phrases stéréotypées, d'un langage un peu neutre et plat qui est donné le logiciel. Alors voilà, c'était des premières impressions. Si vous voulez commenter ces aspects, ces deux aspects. Euh, je peux juste ajouter peut-être un autre exemple ou deux que je n'ai pas inclus. Je cherchais aussi un exemple en italien et j'ai trouvé c'est très intéressant de dépasser justement les exemples anglais et français parce que c'est les exemples qu'on connaît un peu plus, mais c'est peut-être aussi notre bubble qui fait qu'on ne va pas forcément plus loin. Je n'ai pas trouvé de récit à la première personne en italien, enfin, c'était pas très intéressant. Et il y a une expérience très rigolo, vraiment fascinante qui s'appelle Hypnocratia, où c'était une sorte de hoax, parce que c'était publié comme l'écrit d'une personne humaine, un écrit théorique sur justement le capitalisme numérique, etc. Et ensuite, les auteurs ont révélé que c'était fait par l'IA, mais ce n'est pas un récit et pas à la première personne. Mais ensuite, je suis tombée sur la création d'un autre gars sur YouTube qui parle d'un roman entièrement généré avec un seul prompt, avec un outil que j'ai découvert que lui-même a créé. Ça s'appelle reader.com. Enfin, c'est un site où vous pouvez vous inscrire et qui promet de générer tout un roman à partir d'un seul. Et j'ai essayé de lui donner le prompt, genre écrire un, un roman à la première personne sur un auteur qui essaie d'écrire un roman avec l'intelligence artificielle, un truc comme ça. Je lui ai demandé de le faire en anglais, en français. Le modèle peut travailler en italien, français, anglais, espagnol, je crois. Il m'a donné, parce que j'ai eu le crédit seulement pour un essai, et ça a fait deux chapitres, pas la première personne, avec un titre en italien, un texte en français, à la troisième personne, où un auteur discute avec une intelligence artificielle, elle a une sorte de blocage, enfin writer's block, donc elle demande l'aide de ChatGPT, enfin une intelligence artificielle. Donc c'est pas du tout ce que je lui ai demandé, mais la machine, enfin cet outil Reader développe le prompt qu'on lui donne, il le précise. Enfin d'abord il génère des prompts plus précis et j'imagine, enfin il n'y a pas beaucoup de détails sur le processus qu'il utilise ou les modèles qu'il utilise. Mais effectivement, il peut produire des romans de 200 pages et l'auteur dans la vidéo YouTube propose un roman qu'il a fait et qu'on peut télécharger, qui fait effectivement un roman entier, selon lui, produit avec un seul clic. J'ai pas acheté de crédit parce que c'est minimum $40 pour produire un roman pour tester, mais si vous voulez, je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Donc, je pense que de cette façon, c'est déjà possible de produire des textes intégrales en faisant générer un prompt suffisamment sophistiqué. Et maintenant, on a quand même effectivement des contextes window qui font que si on automatise le processus de continuer avec un deuxième prompt, etc., ça doit être possible. Euh, j'ai pas l'intégralité de ce roman italien, j'avoue, que le mec a généré, mais voilà. Je pense que ça va venir. Après l'intérêt, c'est une autre question. Oui, donc vous n'avez pas vous-même lu le roman justement produit d'un seul jet, on peut dire, d'un seul clic. Vous ne l'avez pas lu pour voir si c'est un roman intéressant. C'est toujours la question, est-ce que ce roman est bâti sur des Oui, c'est ça, oui. convenu, qui fait que on est dans la Xème version du même récit, évidemment, qu'on a même dans la production humaine, Oui, finalement, c'est ça. des romans de gare, par exemple. Il y a un récit convenu ou une histoire policière, et puis on mélange les ingrédients, et voilà, on a des variantes. Donc, vous n'avez pas pu, finalement, juger de la qualité du roman en question. Ouais. Oui, non, j'ai pas eu le temps, mais après, cette personne qui l'a fait lui-même le dit que c'est pas forcément très intéressant, mais ça tient debout. Bon, sans doute plus que le roman de Bayor finalement en termes de cohérence, certainement avec moins d'interlinguistique. D'ailleurs, ça peut être aussi un point intéressant que, comme il dit Bayor lui-même, ce qui l'intéresse, c'est que le modèle peut produire au niveau linguistique et non seulement en tant que récit. Et Oui. c'est au niveau de la production linguistique que les outils plus performants deviennent moins intéressants.
parce que Oui, et il n'y a plus de rugosité qui se oui, produit dans le langage. oui, c'est ça, la tendance au lissage du langage, finalement, C'est à ça. Ouais. produire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, levez la main, s'il vous plaît, comme ça je le verrai à l'écran. Alors, une autre question, Erika, qu'on peut se poser évidemment un petit peu le futur de ces... Bon, évidemment, on a cette critique qu'on peut faire que plus on essaie d'avoir des modèles performants, plus ça devient énergivore et toute la question de produire ces récits et de la question environnementale que ça induit. On trouve souvent que les créateurs sont oublieux de ces aspects finalement. On peut le comprendre dans les processus expérimentaux, mais qu'est-ce qui peut advenir finalement si de plus en plus de récits sont produits par les machines? Et l'autre question, un petit peu corollaire à ça, qu'est-ce qui va nous advenir dans notre espace littéraire, disons d'abord, hein? Quelle va être les incidences dans l'espace littéraire de cette profusion de textes et on peut s'imaginer qu'il va en avoir de plus en plus, et qui vont s'amalgamer aux productions humaines. Et donc, quel est votre, qu'est-ce que vous pensez de ces aspects? Donc, d'une part environnemental et d'autre part en termes d'amalgame, si vous voulez, entre ces textes de production humaine et ces textes de production de l'IA. On peut remarquer aussi dans les textes de l'IA, à l'étape où on est, il y a beaucoup de processus auto-réflexifs, hein. L'auteur prend l'IA pour pouvoir réfléchir à quelque part au processus de création. On voit vraiment qu'il y a une auto-réflexivité très forte de ce côté-là, parce qu'on est au début, évidemment, de ces récits-là. Donc, ce qu'on essaie, c'est de comprendre comment on peut projeter un jeu, et j'ai adoré votre citation de Beckett, hein, projeter un jeu alors que cette machine ne pense pas, là. Ça, j'ai trouvé ça en très, très peu de mots, tellement parlant. Cette idée de donner l'illusion d'une conscience alors qu'il n'y en a pas. Alors, c'est plusieurs points, là, je vous amène ça de façon un petit peu... euh, Oui, alors oui, plusieurs points aussi en réponse un peu en vrac. Déjà, cette réflexivité, oui, l'un des points que je n'ai pas pu développer, parce que c'est plus une question, je sais pas, d'histoire des cultures ou de littéraire, que effectivement, je pense aussi qu'il s'agit d'un moment moins réflexif de ce genre ou de ce type d'écriture, un peu comme on a vu avec du début de la littérature numérique ou littérature de tout média qui se réfléchit sur lui-même, et je pense que c'est intriguant en ce moment. Et c'est sans doute aussi ça qui explique en partie ces récits à la première personne, surtout quand il s'agit de ChatGPT ou de faire parler ChatGPT de lui-même. J'ai trouvé ça assez drôle quand même dans mes conversations en hongrois notamment, comment il expliquait pourquoi c'était difficile de parler ou produire des récits à la première personne. Et il disait, je dis il, déjà on n'a pas d'autres pronoms que ceux qui l'anthropomorphisme. Bon, en anglais on pourrait dire it, en français et dans d'autres langues c'est plus difficile. Euh, mais il disait donc qu'il y a plus de risques à parler à la première personne parce que cela demande une plus forte theory of mind justement, une plus importante projection et entrer dans le psyché, dans la psyché de la personne. Et donc c'est plus difficile pour lui de donner une profondeur réelle à cette figure. Donc, ça, c'est une chose, mais cela n'empêche qu'en tant qu'investigation de cet outil, c'est très intéressant justement pour cela, de faire parler de lui-même ou d'elle-même en tant que LLM et qu'est-ce qu'il sait sur lui-même en tant que LLM, sachant que il y a aussi un entraînement sans doute qui lui permet de mieux expliquer ce qu'il fait parce que c'est une question très typique de la part des usagers. Donc il y a cette question de réflexivité. Il y a une autre réflexion que j'avais entamée et pas poursuivie sur cette notion de Douglas Hofstadter qui, dans son livre
qui est apparu en début des années 2000, je crois, des I Am a Strange Loop, où sa théorie, c'est que ce qui distingue les humains des machines, des algorithmes, des ordinateurs, c'est la capacité à accepter la récursivité et la réflexivité. Ce strange loop qui fait exploser, qui fait littéralement péter, cracher les ordinateurs. Enfin, quand on entre dans une boucle récursive, bah, les logiciels crashent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas avec le quantum computing ou quoi, mais en tout cas, c'était une idée intéressante que ce qui distingue les humains, c'est cette flexibilité à pouvoir accepter les paradoxes et à pouvoir digérer, penser les paradoxes, même si on ne peut pas les rationaliser. Puisque rationalisation, c'est la logique aristotélien qui interdit justement le tiers exclu. Euh, mais je me demande si justement il n'y a pas une évolution d'échelle dans le fait que ces LLM, même si ce n'est pas un niveau conscient, bien évidemment, mais sont quand même capables d'exprimer des idées sur leur propre processus qu'ils connaissent pas certainement dans le sens où on entend humainement connaître, mais qui ont une certaine notion et façon d'exprimer cela et de le comment dire, de reformuler de façon linguistique compréhensible pour nous. Et d'ailleurs, c'est aussi Sam Altman qui a publié, c'était début 2025, je crois, euh, quand ChatGPT GPT-5 a été publié, que maintenant on peut produire des choses créatives. Regardez, il y a cette métafiction qu'on a fait produire à ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire sur Twitter. Je peux vous partager un article, il y a eu des articles un peu partout. Donc, ils ont donné un prompt à ChatGPT d'écrire une métafiction, une histoire sur soi. Et donc, c'est vraiment une métafiction dans la mesure où la réponse réfléchit à ce qu'il est en train de faire et ce qu'on lui demande et qu'il produit une histoire en même temps d'analyser cette histoire. Et Sam Altman dit que voilà la créativité, on a craqué le truc, on peut le faire maintenant parce que la métafiction et cette réflexivité a preuve Mm. que on a atteint un niveau supérieur dans ce processus. Mm. Et Tout en je ne sais plus sachant que quel était les... Pardon. ce qui est fascinant, c'est tout en sachant que c'est une illusion finalement. Je vais passer la parole à Laura, Laura Shackelford. Yes, is it okay if ask in English, Sure. Yes, Erica? it's That was, okay. I It loved, could yeah, your the detail in terms of just analyzing these different techniques and the narration of these separate novels. It was wonderful. So thank you so much. The only thing that came to mind, and this was, things that I've experienced with story generators, but also there was an extensive study from a couple years ago that gave the same prompt to, several large language model AIs to write stories. And what was interesting is that none of the stories included AI. So I just was wondering, in terms of just the question of reflexivity, it's interesting that the conversations, right, like kind of are more akin to co-writing. But interestingly, when you ask AI to tell a story, I guess unless you tell it to write a story about itself, it might be the exception. But it is interesting that when it writes a story, it writes it about Mhm, human mhm, characters and does not acknowledge its own kind of perspective. And mhm, so I don't know if that enters in, but maybe it's just a reinforcement of your suggestion that we need to pay attention to the different kinds of writing that are being done with AI and how they perform differently in those contexts, maybe. I don't know mhm. if you have any thoughts on that. Yeah, I guess the fact that it's an interesting observation indeed that it wouldn't naturally or automatically write a story about itself, and even for it to write in the first person, you need to push a little bit, perhaps a bit less now because it's getting used to it. I mean, all these Yeah, terms but we automatically anthropomorphize, but anyway. Um, I think they did. They also like, didn't. Sorry, I don't want to interrupt. I don't think they mentioned computers at all. That was the other right. thing. Like, Right. I guess it might be also because I mean the training corpus yeah, doesn't have a large amount of those stories, so the narratives that it will find and be trained on, and the text in general, they are yeah, more typically about humans. And
if there are a lot of texts about other things than humans out there, but the narratives are mainly with human characters. So if you ask it to tell a story, perhaps it would go more naturally. That's more like a greater probability for it to be True. about humans or That is true. human-like figures anyway. Yep. Thank you. Mhm. Is there any other person that want to comment? Fabien, Serge? Bah, moi, j'ai peut-être une petite question, mais elle est un peu, comment dirais-je, c'est plutôt une réflexion, en périphérie un petit peu de ce qui s'est présenté, mais je me demande euh, si on prend l'un des concepts phares de la recherche là, Arcane, qui est l'authenticité, je me demande jusqu'à quel point, pour vendre un livre, l'argument suivant lequel l'auteur n'a pas utilisé ChatGPT va être pris en compte. Parce que de plus en plus, ce qu'on entend dans les discours, c'est quel intérêt moi j'ai de lire un texte qui a été partiellement, voire totalement, généré par l'intelligence artificielle. Il y a un pacte de lecture qui lie quand même le lecteur, la lectrice et l'auteur en se disant, bon, bah, moi, je vais lire un texte que la personne s'est mis au travail pour l'écrire, à dévoiler, à confesser une partie d'elle-même éventuellement et à consacrer du temps. Qu'est-ce qui arrive dans les situations où bah, finalement, j'apprends que l'auteur, il a fait un prompt et je lui fais confiance. Il s'en est peut-être servi pour inspirer certains éléments de l'histoire, les péripéties, les personnages, mais jusqu'à quel point? Donc c'est une question que j'ai comme ça qui se pose pour la littérature, comme pour le cinéma, pour la série. Il y avait une polémique en lien avec la série très populaire Stranger Things, où les scénaristes avaient été pointés du doigt pour avoir, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, pour avoir utilisé l'IA pour inspirer l'écriture des derniers épisodes d'une série donc très suivie. Voilà, c'est une réflexion que j'ai comme ça. Oui, je pense que de mon point de vue, c'est vraiment une question éthique plutôt que esthétique au littéraire, dans la mesure où ce n'est pas tellement enfin, c'est au lecteur de décider si cette histoire est intéressante ou pas, ou ce livre vaut la lecture ou non. S'il s'agit, comment dire, euh, c'est la qualité du texte qui est censée primer d'un point de vue esthétique, mais effectivement, en tant que lectrice, moi, je n'ai pas forcément envie d'investir mon temps dans un livre qui a été entièrement généré par une IA, à part le fait que j'ai un intérêt pour ce que l'IA peut faire. Donc, c'est plus une curiosité pour l'intelligence artificielle que pour la lecture en soi, dans ce cas. Et j'avoue que enfin, je ne suis pas allée jusqu'au bout de livre de Hannes Bayer, pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps tout simplement, et parce que tout le monde disait que de toute façon, ça ne fait pas plus de sens qu'au début. Donc à un moment, on a vu ce que ça fait, et voilà, c'est bon, je vais finir quand même. Mais je pense que la question se pose surtout d'un point de vue, ben, disons, éditorial et de l'institution littéraire. C'est-à-dire que si ça prive d'auteurs qui font des histoires humaines que d'autres personnes n'avouent pas, qu'ils accélèrent leur écriture avec cela et que surtout des éditeurs vendent des livres qui n'ont même pas d'auteur et que voilà, ça devient une sorte de slop qui ne fait que effectivement avoir de plus en plus de coûts écologiques. C'est très problématique. Mais c'est surtout de ce point de vue, parce qu'à mon sens, bah, les gens écrivent et ont toujours écrit parce qu'ils ont envie d'écrire. Donc ça ne va pas s'arrêter. J'ai pas peur pour la littérature et pour l'écriture humaine en quelque sorte. À part, bon, enfin, peut-être que ça va évoluer dans la mesure où si moins de personnes s'engagent dans une démarche d'écriture parce que beaucoup trop de jeunes utilisent ChatGPT et donc ils ne développent pas une envie d'écrire à la main. Enfin, j'imagine que c'est possible. Il y a eu des époques dans l'histoire où tout le monde n'écrivait pas comme aujourd'hui, de toute façon, donc ce n'est pas forcément catastrophique non plus. Mais c'est sûr que ça implique une évolution de la formule actuelle par rapport à la littérature. Mais au niveau esthétique, moi, je ne vois pas de problème en principe avec le fait qu'un auteur utilise ChatGPT si
l'auteur, de toute façon, a un travail qui a investi. Moi, je trouve très intéressant vraiment le texte de Grégory Chatonsky en tant que lecture. Sans doute aussi parce qu'il a entraîné son texte, enfin son modèle de langage sur des textes intéressants. Là, on peut encore interroger l'éthique de cela, qui prend Beckett, etc., pour produire autre chose. Et on peut, pour revenir à la question de René, effectivement interroger est-ce que c'est utile, est-ce qu'on est censé faire ça, produire, s'amuser, sachant combien ça coûte, etc. Mais bon, on pourrait poser cette question. Je trouve ça un peu hypocrite parce que toutes les vidéos qu'on met sur Instagram, etc., et sur YouTube, depuis un moment, c'est beaucoup trop problématique pour des bêtises dont on n'a pas forcément besoin. Enfin bref, en tant que production esthétique et en tant que intérêt artistique, moi je trouve ça tout à fait légitime d'expérimenter ces outils et de produire, voir ce qu'on peut produire autrement ou différemment, comme dirait Serge, autrement ou autre chose avec ces outils. Voilà, c'est une longue réponse très tordue, mais vous voyez l'idée, je pense. Merci. Très, très intéressant. Ça rejoint nos deux questions, justement. J'ai envie de dire sur la pérennité de cette littérature au-delà de l'effet, finalement, de nouveauté. Serge, donc, je te donne la parole. Oups, on t'entend pas, Serge. Désolé, merci René, merci beaucoup Erika. D'abord, je fais une remarque, Erika, sur la forme de ton intervention. J'ai trouvé très stimulant le fait que tu présentes un travail en cours et le schéma final extrêmement émouvant, puisque là, on entrait dans les coulisses de la production conceptuelle. Donc ça, c'est à refaire. Alors, je réagis sur l'échange ô combien passionnant entre Fabien et toi à l'instant, et sur cette distinction entre éthique et esthétique. Il y a un manifeste, je ne sais pas si vous l'avez vu, si c'est vraiment circonscrit à la France métropolitaine ou si ça a dépassé les frontières, mais il y a un manifeste pour l'enseignement supérieur et l'éducation nationale actuellement qui circule, intitulé Face à l'IA générative, l'objection de conscience. Donc ce sont des collègues, chercheurs, enseignants, qui expliquent pourquoi ils refusent d'utiliser l'IA, aussi bien pour leurs cours que pour leurs recherches, et même maintenant sur leurs diapos, par exemple, sur leurs slides, ils marquent effectivement que voilà, qu'ils ont signé le manifeste, et donc il y a cette objection de conscience qu'ils veulent mettre en avant. Et puis il y a une réponse de Grégory Chatonsky, je cite Chatonsky parce que tu l'as mentionné à nombreuses reprises, Erika, qui a écrit un texte qui s'appelle, je crois, Plaidoyer pour l'expérimentation de l'IA. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans ta présentation, c'est que les auteurs que tu mentionnes, que tu as même présenté et analysé, en fait, expérimentent. Et c'est, selon Chatonsky, le meilleur chemin, le chemin le plus pertinent, qui ne serait donc ni l'acceptation naïve des IA génératives, ni le refus moral, mais l'expérimentation, c'est-à-dire éprouver concrètement ce que les IA génératives font à la pensée, à l'écriture, à la langue, non pas pour la juger d'avance, cette IAG, selon des principes moraux un peu établis, mais pour se transformer soi-même dans cette rencontre. Et c'est d'ailleurs euh, ce que Chatonsky montre, je trouve, dans la citation que tu as présentée sur une diapo, hein. Le fait qu'il y ait une absence de sujet un peu stabilisé, ça ne signifie pas qu'il y ait absence de création, mais peut-être une autre forme de création, une acceptation de ce qu'on maîtrise parfois qu'à demi finalement, hein. Le langage, on le sait, n'appartient jamais à un seul être. Et lorsqu'on écrit avec un modèle de langage, cette multiplicité, elle devient tangible. Et en ça, il y a une forme de valeur heuristique finalement à expérimenter l'écriture avec un LLM. Et donc ma première question, c'est, mais toi, ça t'a pas donné envie d'expérimenter, toi aussi? Ben, si, je l'ai fait un peu, mais j'ai pas eu le temps de le présenter, ça m'a amené un peu trop loin. Donc justement, j'ai été très intriguée pour voir si ben, ChatGPT en particulier, Mistral et les autres sont aussi performants en hongrois, qui est une petite langue avec un corpus beaucoup plus petit que l'outil peut trouver, enfin que l'entraînement a pu inclure dans les LLM finalement. Au niveau linguistique, c'est parfait, c'est lisse. Et niveau contenu, finalement, je pense pas qu'il y ait un grand différent, mais c'est aussi très difficile à identifier parce que ce serait assez subtil finalement. Euh,
c'est à continuer, parce que je ne pense pas qu'il y ait de textes de certaines longueurs ou publiés dans le sens, au sens propre en hongrois encore avec un LLM. Et je ne sais pas comment le marché accueillerait. Est-ce que voilà, les éditeurs accueilleraient. C'est pour cela aussi que je parle de différence culturelle entre non seulement la production, mais aussi la réception. Est-ce qu'on peut publier ou non un texte dans telle culture, dans tel monde éditorial, dans telle langue, ou dans quel contexte on peut publier. Donc j'ai envie de continuer effectivement ces expérimentations. Pour le moment, je l'ai interrogé, je lui ai demandé déjà de produire un récit à la première personne en hongrois, et puis je l'ai interrogé sur la première personne un peu en général. Donc, on s'est embarqué dans une longue discussion finalement. Ce serait pour une autre intervention. Et la question, oui, je suis tout à fait d'accord avec enfin, d'accord, je ne sais pas avec quoi je suis d'accord, mais je trouve très intéressant ce débat autour de est-ce qu'on expérimente ou dans quelle mesure, connaissant, sachant le coût écologique. D'ailleurs, un de mes étudiants a remarqué quand j'ai cité Intel, n'est-ce pas un peu contradictoire, paradoxal, que l'auteur parle d'écologie et qu'il a utilisé je ne sais pas combien d'eau et tout ça pour produire son texte. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire parce que oui, tout à fait. Après, je vois aussi l'argument de Chatonsky et d'autres qui disent que oui, mais en tant qu'artiste et personne travaillant dans les humanités, etc., on ne peut pas laisser ces outils à ceux qui n'y réfléchissent pas critiquement. Il faut qu'on ajoute notre voix, et effectivement le coût écologique des expérimentations des quelques livres que l'on peut citer, ça n'a absolument rien à voir avec le niveau de gâchis que produit le fait. Moi, ça m'énerve que dans Facebook, dans Google, il y a partout de l'IA, dans Adobe. Moi, je veux pas, mais on peut plus l'arrêter. Pourquoi faire? Et que les gens enfin, posent à ChatGPT des questions à tout va, quand il suffirait de, je sais pas, aller sur l'appli météo ou quelque chose. Enfin, là, c'est le gaspillage parce ils nous mettent ça partout sans que l'on demande. Et bah, vous avez peut-être entendu toutes ces discussions récemment sur le fait que le bubble est, selon plein d'analystes, prêt à craquer ou presque parce que même si ces usages sont très forcés, il y a ce discours très optimiste et utopiste des entreprises qui proposent les IA. Et il n'y a pas grand-chose derrière parce que justement, les usages ne suivent pas et qu'il n'y a pas encore la nécessité. Ils n'ont pas encore réussi à créer malgré tout la nécessité pour que ça soit rentable finalement. Donc, je ne sais pas où ça va aller, mais dans tous les cas, de ce point de vue, je suis d'accord avec Chatonsky et qu'en attendant, il faut que nous, on travaille et qu'on ne laisse pas forcément toute la voix et toute la place à ceux qui ne font qu'annoncer l'utopisme des productions et qui a une approche raisonnablement critique, donc pas forcément que alarmiste, mais qui vraiment regarde dans le détail, ok, qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui est intéressant. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement comment ces expérimentations nous font interroger la littérature, nos discours, nos automatismes dont on ne se rend pas compte. Mais finalement, c'est ce que Jean-Pierre Balp fait depuis 50 ans aussi. Donc, il n'y a pas de questions fondamentalement nouvelles, mais on redécouvre ces questions et qui reviennent avec force parce que maintenant, c'est devenu vraiment inévitable. Juste un dernier point en question universitaire. On se retrouve aussi dans cette situation très tordue et frustrante que ben, mon université avec 34 ou combien d'autres sont entrés dans une alliance avec Mistral. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. C'était l'été dernier. Moi, j'ai découvert par hasard en travaillant sur des sujets. L'université nous a rien dit, nous a annoncé à la rentrée dernière que voilà cette alliance avec Mistral. Donc maintenant, il faut inventer les usages qu'on va en faire à la fac. Donc, ils ont appelé des volontaires pour créer des groupes de travail pour savoir comment on peut maintenant utiliser l'intelligence artificielle dans l'administration, dans l'évaluation, dans l'enseignement, etc. Et c'est mettre un peu le cheval devant comment on dit, La charrue avant les bœufs. le chariot devant les bœufs, oui. Parce Je, que je peux maintenant, te, on a... Ouais, je peux te répondre sur deux points, Erika, ouais. si René me permet. Oui.
Oui, D'abord pour dire que moi-même, je suis vraiment en tension. Voilà, ça me pose vraiment de gros problèmes, cette IA générative. Donc, j'ai pas de réponse du tout assurée. Évidemment, la question écologique, elle est absolument cruciale. La réponse qu'apporte, ou le début de réponse qu'apporte Chatonsky et puis Anthony Mazur, je crois également, c'est que par rapport à l'objection morale donc de cet atelier d'écologie politique, je crois qu'ils ont déjà plus de 2500 signatures qui donc demandent de ne plus utiliser d'IAG dans l'enseignement supérieur. Chatonsky dit que c'est une position un peu essentialiste, comme s'il n'y avait qu'une seule Mm. IAG, Mm. et donc commencer déjà à séparer la production des modèles LLM, leurs usages, et surtout distinguer entre plusieurs types d'infrastructures. Par exemple, une requête sur ChatGPT présente un impact environnemental 50 fois supérieur à une requête équivalente sur un modèle local et open source comme Mm. Llama. Et donc ça, cette différence fondamentale, ça invalide un petit peu l'amalgame qu'on fait parfois quand on parle de Mm. l'IA générative. Mais ça pose quand même évidemment de très gros problèmes. Je ne veux absolument pas les dénier. Ensuite, et je reprends ce qu'a dit Fabien tout à l'heure quand il a dit, mais est-ce qu'on a envie de lire une phrase, un texte dont les mots, pour reprendre l'expression de Flaubert, n'auraient pas été passés par l'épreuve du gueuloir, n'auraient pas été pensés, pesés par un auteur? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Tu as cité Jean-Pierre Balpe, on en a déjà discuté ensemble. Moi, Jean-Pierre Balpe, j'ai toujours un peu de difficulté parce qu'effectivement, il y a cette question-là, qui me parle finalement? Et c'est pour moi la question de l'énonciation aussi, hein. Si, moi, j'étais pas mal influencé par Dreyfus Vinograd, le fait que l'énonciation, c'est un engagement, un être au monde, une adresse envoyée à ses semblables pour appeler une réponse. Mm. Bah là, il est quand même peu probable que la machine puisse être considérée comme une instance d'énonciation Mm. finalement. Mm. Il y a une blague qu'on fait souvent, c'est qu'on n'est pas fou quand on parle à ces plantes, on est fou quand on pense qu'elles vont nous répondre. Bah là, la machine, elle nous répond, mais est-ce que pour autant, il y a une instance d'énonciation et comment est-ce que moi, je m'engage dans mon être au monde Mm. et dans ma Mm. lecture et dans ma pensée avec des mots qui n'ont pas forcément été pensés Mm. par quelqu'un qui, lui, ou une femme ou un homme qui serait énonciatrice ou énonciateur. Donc voilà, donc Mm. j'ai pas de réponse, mais ça me pose problème, tu vois. Mm. Mais ça rejoint peut-être justement le dernier point, enfin la piste d'analyse que j'aimerais bien développer par rapport à cette distinction en termes narratologiques en particulier entre l'approche communicationnelle et l'approche non communicationnelle. On pourrait élargir cette interrogation à l'art en général. On peut avoir une approche communicationnelle et une approche non communicationnelle par rapport à l'art. Parce que là, ce que tu dis, finalement, ça présuppose qu'il y a une énonciation et je reçois cette œuvre d'art, ce texte, comme une énonciation. Effectivement, c'est très tordu et peut-être paradoxal de détacher un produit linguistique de l'idée d'une énonciation. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est un peu comme la musique non, enfin, j'allais dire non figurative, mais voilà, comme la musique contemporaine qui se détache de l'idée de mélodie ou de l'idée d'une certaine esthétique plus classique pour faire autre chose. Après, est-ce que c'est agréable ou pas? Enfin, je sais pas. Alors, je cite la musique, j'y connais rien, mais plutôt, on peut citer l'art conceptuel plus visuel, peut-être. Pareil, bah, Malevich, les carrés blancs sur le blanc, pourquoi faire? Et je pense que ce sera un peu la réponse de Balp aussi. Ça dépend de la réception. Est-ce que tu reçois ça comme une communication, un message de quelqu'un à quelqu'un? Ben non, ça ne l'est pas forcément. Pour lui et pour d'autres, on pourrait dire, dans cet esprit, euh, ça dépend de moi, ce que je vois et comment je veux faire sens de cette chose ou pas. Et lui, il s'en fout, en l'occurrence. Mais c'est à moi en tant que... lui, il produit des choses parce que ça l'intéresse de produire ces choses. Il joue avec les machines pour voir ce que ça peut produire. Il sélectionne dans les résultats ce que lui il trouve intéressant, éventuellement, pour les présenter dans d'autres contextes ou d'autres formes. Et en tant que lecteur ou réceptionneur de ces produits, c'est à moi de voir si je me prête à ce jeu, si ce jeu m'intéresse, ce type de jeu m'intéresse ou non. Donc, on peut détacher en quelque sorte
certaines formes de littérature. En tout cas, je dis pas que c'est l'avenir de la littérature, mais ça peut être une conception, une approche que le langage peut avoir d'autres fonctions que la communication. Ben, d'ailleurs, avec la poésie abstraite, enfin, poésie concrète, visuelle, etc., il y a déjà un peu de ça. Ce n'est pas communication au sens classique du terme. Et ça marche, certains, enfin, ça peut marcher, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Ouais. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est ça interroge les fondements mêmes du récit. On parle vraiment de ce que c'est qu'un récit, puis on sait qu'au niveau de la production humaine, hein, si on exclut l'IA, on a essayé à peu près tout. Hein. On sait avec le LIPO, avec toutes les formes, évidemment, de contraintes artificielles, Pérec, hein, je pense, Serge, tu as envoyé une référence à Pérec. On sait que toutes ces formes ont été essayées, sont aussi permises de faire, mais si on revient au fondement du récit, justement, le lien entre le récit et l'intériorité, c'est toute cette question qui est posée fondamentalement quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le jeu? Comme Beckett le dit en trois mots de façon si convaincante, hein, et puis ça remet en question cette notion de l'intériorité qui est, j'ai envie de dire, le sens anthropologique du récit le plus fort qu'on peut avoir qui traverse l'histoire. C'est donc cette notion, et surtout si on utilise le je, si ça devient un acte d'énonciation, si on peut se permettre de mettre entre les mains d'une machine, oui, on va le faire, c'est bien sûr, mais s'il n'y a pas une sorte de fraude derrière ça, hein, quand on parle de cette notion d'authenticité, un jeu qui est si convaincant parce qu'au niveau du langage, ça fonctionne parfaitement, le texte semble venir d'une intériorité, et on a une propension à l'anthropomorphisme aussi naturellement, qui fait que lorsqu'on entend un récit qui est crédible, on fait simplement confiance à ce récit-là, et ça amène finalement, à mon avis, des problèmes sérieux dans l'espace. C'est une problématisation importante. Donc, ce fondement même du récit et son rôle comme support anthropologique, comme support de notre intériorité, de notre capacité à exprimer nos visions du monde. Et donc, je vais laisser la parole à Serge. Et Serge, je pense qu'on va un petit peu conclure avec ton intervention. Oui, Vas-y, je ne Serge. veux pas monopoliser la parole, surtout que j'ai d'autres occasions d'échanger avec Erika. Et puis toi, je te verrai la semaine prochaine sur Paris, René, donc on continuera la discussion. Mais pour continuer quand même sur cette question d'intériorité, tout à l'heure, tu as parlé de lissage, de neutralité, notamment en termes de style. Et on dit souvent qu'une grande œuvre littéraire, elle est à la fois universelle et singulière, Madame Bovary, par exemple, de Flaubert, mais que la singularité, elle repose d'abord sur le style. Flaubert dirait que son intériorité, en fait, il se manifeste par son style, qui est très singulier. Et j'ai vu une conférence récemment de Frédéric Kaplan, celui qui a notamment avancé l'expression de capitalisme linguistique sur le web. Et lui il parle d'attracteurs stylistiques avec les LLM. Et notamment, je me souviens de ça sur ChatGPT, il dit il y a deux formes qui reviennent très très souvent. Ce qu'il appelle le diptyque de pivotement, c'est ceci, mais ce n'est pas cela. On aurait pu penser que, mais en fait. Et puis bien sûr le rythme ternaire. Donc finalement, c'est assez limité au niveau stylistique, rhétorique. Et donc une question. Alors évidemment, on peut demander au LLM de d'écrire à la manière de Proust, dans le style de Proust, hein. Bah, je mentionne Proust parce que Erika est une spécialiste de Proust. Mais si on ne fait pas ça, est-ce que à terme, nous-mêmes, on va être conditionnés pour écrire avec des styles différents, une singularité différente, et donc ça va peut-être aussi influer sur notre propre intériorité, si le style c'est la manifestation de son intériorité. Donc voilà, qu'en est-il finalement de la notion de style? Parce qu'on parle beaucoup d'originalité, de créativité, d'octorialité, d'authenticité, mais cette question du style, elle me paraît quand même assez centrale finalement dans l'écriture, la coécriture ou la lecture simplement de ce qui se fait avec des LLM. Ah ouais, Et je vous ai mis deux citations dans le chat parce que c'était dans la version longue qui va devenir un livre finalement, si je m'en décrire de cette intervention. J'allais commencer ou terminer avec des citations de Leroi-Gourhan que j'ai trouvé hyper pertinentes et c'est vraiment très intéressant comment cette discussion pourrait aboutir et a fini par aboutir sur ces questions de longue vision anthropologique. C'est en 64 que ce texte est apparu quand même, donc c'est assez impressionnant de voir. Ben, d'une part, la question que René posait, cette
notion fondamentale du récit et son rôle dans notre humanité, en quelque sorte, ou dans notre vie psychique, anthropologique, etc. Euh, on peut reposer la question avec le roi Gourand qui parle d'écriture, mais aussi on pourrait poser par rapport au récit, que comme la technologie avance, enfin évolue, les récits évoluent avec et la façon dont on fait des récits évolue avec. Donc finalement, ça fait partie de notre évolution et où est-ce que ça va, comment déjà, bon, le roi Gourand parle des médias, la télévision et le cinéma notamment, comment ça a fait évoluer notre rapport au récit. Ben, c'est difficile de savoir comment c'était avant, mais on est assez certain que quelque chose est devenu différent avec la quantité de récits, la manière dont on reçoit les récits depuis qu'on a ça partout visuellement. Euh, donc ça, c'est une chose. Bah, comment ça va évoluer, difficile à savoir. Je ne serais pas très catastrophiste là-dessus parce que je pense que c'est à trouver et c'est à nous aussi à contribuer à ce processus. Et l'autre question que ça, je suis en train de poser, enfin que tu viens de poser, que l'un des risques aussi que le roi Gourand identifie, c'est cette disparition des variantes imaginatives personnelles. C'est dit que ça peut aplatir, et lui, il parle encore une fois de la télévision et de la production, comment c'est, le mass media, où c'est devenu la tâche de personnes spécialisées de produire des récits qui sont ensuite uniquement reçus par les autres plutôt que produits par les autres. C'est-à-dire qu'on ne se raconte plus des histoires autant les unes aux autres, c'est sa crainte, mais qu'il y a des industries qui font ça, et puis les autres, c'est surtout la réception qui devient leur partie. Euh, Après, je pense que enfin, on peut se préoccuper éventuellement de ce risque de la disparition des variantes personnelles parce que l'intelligence artificielle exacerbe encore ce processus où tout devient le même. La démocratie des fantômes, comme disait Altman, Democracy of Ghosts, parce que tout est basé sur les mêmes textes de tous les gens et tous les textes qui ont été écrits avant nous. Et ça s'aplatit parce que tout devient une grande moyenne prédisible finalement. Mais en même temps, je pense que justement, il y a des nouvelles imaginaires qui émergent avec tout ça. Enfin, on a vu avec Internet quand c'était au départ la démocratisation de la production et de la publication. Après, ça s'est aplati maintenant avec la plateformisation, etc. Mais il y a quand même de nouveaux imaginaires qui se génèrent aussi. Alors, quelle est la visibilité ou le poids de ces nouveaux imaginaires par rapport aux imaginaires de masse qui nous sont proposés, projetés et produits? C'est une autre question, mais aussi plutôt politique euh, plutôt qu'immédiatement anthropologique peut-être. En tout cas, voilà, Écoute, oui, c'est exactement la perspective que ça ouvre. Donc, merci Serge et René. je vais faire juste un dernier commentaire justement pour rebondir sur ce que Serge et toi, Erika, vous venez de dire. C'est cette fameuse question de la singularité, hein. À quoi on va distinguer un bon écrivain d'un mauvais écrivain, même seulement entre humains? Souvent, justement, ça repose en littérature sur la façon de dire. C'est l'expression, c'est le style d'un auteur qui va faire que il va émettre quelque chose, une idée, une vision, et que c'est la force du langage, de sa façon d'utiliser, de sa façon de dire, qui va faire la force de son propos. Et entre les mains d'un autre écrivain, on pourrait avoir la même idée finalement, ou le même, mais complètement plate parce que la langue est plate, et c'est le danger finalement qu'on a avec l'IA. Alors, écoutez, je vous dirais que je vais terminer par ce dernier commentaire. Et bon, je tiens beaucoup à vous remercier, Erika. C'était vraiment absolument passionnant. Ça a éveillé des questions extrêmement intéressantes. Ce sera un plaisir aussi de vous réinviter d'abord dans notre séminaire, et aussi peut-être vous inviter à vous joindre aux activités que l'on fait avec notre groupe de recherche.